L'école, son rôle, dans un premier temps, ça devrait être d'éduquer, ensuite de préparer aux différents métiers. Mais il faut arrêter de faire que l'école soit une véritable machine à trier. Il y a des inégalités. Je les vois dans ma classe quand même, par rapport aux élèves plus forts que d'autres. On les met devant, les autres on les met à l'arrière, on s'en occupe pas. Il y a du favoritisme et vraiment ça se voit. Si maintenant t'as pas un copain à toi ou ton père il n'a pas un ami à lui qui connaît une personne pour te faire rentrer dans l'entreprise, tu pourras pas. Soit les enfants progressent parce qu'il y a les parents qui sont derrière, qui connaissent, donc qui essaient en même temps d'imprégner une certaine culture, et ceux dont les parents ne sont pas en possibilité, vous voyez que vraiment qu'il y a une certaine difficulté d'évolution et ça rame. Et si la question c'est est-ce qu'il y a des inégalités dans le champ scolaire, il n'y a pas débat, oui, ça c'est évident. On a des données très fiables et on sait que les enfants d'ouvriers ou de milieux populaires en général ont, par exemple, en maternelle, maîtrisent beaucoup moins de mots que les enfants d'enseignants ou les enfants de cadre. Donc ça, c'est un fait. On arrive inégal à l'école parce que, vous le disiez, on ne vient pas du même milieu social. Et le problème, c'est que l'école ne parvient plus, à aucun moment, à réduire ces inégalités. C'est-à-dire que non seulement il y a des inégalités au départ, mais si vous reprenez les mêmes gamins en CP puis au CM2, non seulement les inégalités elles n'ont pas disparu, non seulement elles n'ont pas diminué, mais elles ont augmenté. Il y a des inégalités territoriales. L'État dépense en moyenne, tenez-vous bien, 47% de plus pour un lycéen de Paris, intramuros, que pour un lycéen de Créteil. Ensuite, il y a les histoires de filières. On s'aperçoit qu'on ne fréquente pas les mêmes filières selon notre milieu social. Dans la quatrième, on n'est pas assez conseillé, on regarde trop les notes des élèves, ce qui fait qu'on ne les conseille pas vraiment sur la voie qui leur serait le mieux s'adapter, la voie où ils s'en sortiraient le mieux. Bon, j'assiste des fois à des conseils de discipline, je vois des parents, ils n'ont aucune autorité avec leur enfant. Il est complètement perdu, le gamin. Et donc ça, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que la mère, si elle n'a pas d'autorité envers son fils, et que le fils, il a fait des conneries, et à un moment donné où s'il ne réintègre pas un établissement et la scolarité, il va automatiquement chuter dans la délinquance. Et ça, c'est un cas où c'est pas rare, en particulier sur la Seine-Saint-Denis. Si les parents n'ont plus d'autorité, c'est parce que leur autorité, elle est sapée aussi par toutes les dynamiques qu'il y a dans le champ économique. C'est aussi parce que les jeunes sont minés par l'incertitude. Au début des années 80, le taux de chômage des jeunes, c'est le même qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont les enfants de parents qui eux-mêmes ont rencontré ces mêmes difficultés. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas la première génération de la crise, c'est la deuxième génération de la crise. Et bien ça mine les familles et on en a les résultats aujourd'hui. On vous dit pas, mais prends une petite année sabbatique, va te balader. Non, boss, faut que tu travailles. Attention, parce que sinon tu vas être au chômage, tu n'auras pas de sous, tu pourras pas te payer ta télé, ton abonnement à DSL, etc. Profitez justement d'une espèce de liberté que la société ne vous accorde plus. Tous les ans, il y a les épreuves du bac. Tous les ans, on nous fatigue avec quel est le sujet de philo. À midi, on a le sujet de philo du bac général, etc. 15 jours après, il y a les épreuves du bac professionnel. Tout le monde s'en fout. Toute l'intelligence de la nation, elle est mobilisée pour dire « Mon Dieu, comment on pourrait faire pour qu'il y ait 30% de boursiers dans les classes prépa ?» Mais on s'en fiche des classes prépa, c'est 70 000 personnes par an. Les lycéens professionnels, c'est 700 000. Je pense aussi qu'un des problèmes terribles, c'est que dans le système éducatif tel qu'il fonctionne et l'orientation, il faut savoir très tôt ce qu'on a envie de faire. On demande tout de suite, dans des filières hyper cloisonnées, nous les chercheurs on parle d'effet couloir, c'est-à-dire selon le couloir dans lequel tu es à 12 ans et demi limite, tu peux plus en sortir parce qu'il n'y a pas de passerelle, parce que c'est difficile de se réorienter, parce que si tu as raté ta première chance, la société française elle donne pas de deuxième chance contrairement à d'autres pays parce qu'on donne toute la responsabilité de tout au diplôme qu'on a en formation initiale. L'école, son rôle, dans un premier temps, ça devrait être d'éduquer, ensuite de préparer aux différents métiers. Mais il faut arrêter de faire que l'école soit une véritable machine à trier. On oriente tout de suite trop vite et on se retrouve avec des filières qui sont complètement bloquées et des passerelles qui sont impossibles. Il n'y a pas de raison que tout dépende de sa scolarité. Je trouve ça complètement aberrant que les profs les plus expérimentés se retrouvent dans les classes les plus faciles à gérer. Alors que je vois en Seine-Saint-Denis, je crois, c'est près de 90% des profs qui débutent leur carrière. Ce que je change en priorité, c'est la façon d'enseigner.
Moi, j'avais vu un reportage sur la Finlande ou la Suède. On a 2 professeurs par classe et les enfants qui sont en difficulté, bah, le deuxième professeur, il l'aide à mieux comprendre, à suivre le cours pendant que l'autre, il continue. Au Danemark, par exemple, puisqu'on cite les pays du Nord, les jeunes qui vont vers l'université ont le droit d'arrêter, il y avait le mot liberté tout à l'heure, ont le droit d'arrêter et de faire ce qu'ils veulent et de revenir à la fac à n'importe quel âge. Et beaucoup partent voyager à travers le monde. Ce qu'il faut, c'est se décrisper, se détendre. Qu'est-ce que ça veut dire se détendre? C'est un peu ce que vous disiez sur le Danemark. Le Danemark dit, nous sommes une société assez riche pour payer les jeunes pour qu'ils se forment. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis né dans une bonne famille, que je sais ce que je veux faire, eh ben, si je veux faire 5 ans d'études après l'équivalent du bac, je le fais. Si je ne sais pas ce que je veux faire, si parce que je suis né du mauvais côté de la barrière, si parce que j'ai fait une mauvaise filière, etc., et que je commence à travailler à 16 ans, eh ben, je commence ma vie professionnelle avec un droit à la formation de 5 ans, parce que je n'ai pas utilisé mes 5 ans. Et mes 5 ans, je peux les utiliser donc de 18 à 23 ans si j'ai envie, mais je peux les utiliser à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, si je le veux. Et ça contribue complètement à détendre la société et à détendre et les jeunes qui sont moins stressés parce qu'ils savent qu'ils ont une seconde chance et les familles. On est dans un monde compliqué, c'est plus la société de grand-papa et de grand-maman dans laquelle on commençait sa vie dans une entreprise et on la finissait 37 années et demie après, c'est plus possible, ça c'est fini. Qu'on nous donne les moyens d'avoir des trajectoires qui soient plus complexes, parce que le monde est devenu plus complexe. Or, on raisonne encore sur des schémas complètement anciens, en faisant semblant de croire qu'il y a une égalité des chances, tu parles, en faisant semblant de croire que tout le monde a les mêmes chances à l'école, tu parles, et en faisant semblant de croire qu'on peut encore faire toute sa vie sans connaître des difficultés. Les enfants des classes populaires ont des moins bons jobs que les enfants des milieux favorisés, à diplôme égal. Pourquoi? C'est la question du réseau. Et je pense qu'au niveau local, que ce soit des municipalités, des conseils généraux, des conseils régionaux, la chose la plus importante à faire, outre les missions locales, aider, etc., c'est d'être le réseau des jeunes qui n'ont pas de réseau, avec les associations, avec les municipalités. Voilà. Les municipalités ont des carnets d'adresses, les élus ont des réseaux, les présidents d'associations ont des réseaux. Et je pense que la chose la plus urgente, c'est ça. C'est, je ne sais pas comment appeler ça, un service public du réseau, enfin, je ne sais pas, mais c'est donner du réseau à ceux qui n'en ont pas.